Hi guys, I'm sorry, I'm not gonna do this talk in English. On va parler numérique responsable. Voilà. Hein. Désolé. Sorry, Jason. Ok. Pardon. Numérique responsable. Alors, tout simplement, ce sera une simple introduction, dans le sens où le sujet est assez profond, il peut couvrir de nombreux aspects, et donc c'est pour ça que j'ai nommé ça introduction, étant donné qu'on ne pourra pas aller dans le fond de chaque chose que je vais évoquer ce soir, mais j'espère vous apporter au moins quelques notions sur ces sujets-là. Qui je suis Moi, c'est Xavier. En gros, je suis CTO à Res Publica depuis quelques années maintenant, mais surtout, en gros, ça fait une dizaine d'années que je fais du Rails, à peu près. J'ai fait surtout des PME, des startups, et notamment une startup qui venait en aide aux déficients visuels. Et donc, c'est un peu par là que je suis arrivé au numérique responsable. Je suis absolument pas un expert de numérique responsable, mais en fait, j'en suis venu à parler de ça, tout simplement à travers mes diverses expériences des années précédentes, et notamment à Res Publica. Et donc, numérique responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas grand-chose, dans le sens où il n'y a pas de définition explicite du numérique responsable. Ce soir, on va voir trois sujets principalement. On va voir le sujet de la protection des données personnelles. Alors tout de suite, ça fait flash RGPD dans votre tête. Mais globalement, on va voir aussi d'autres choses. On va voir l'accessibilité, on va voir aussi l'éco-conception. Donc c'est trois sujets qu'on a traités au fur et à mesure des années à Res Publica. Notamment donc, le RGPD plutôt en 2021, l'accessibilité plutôt en 2022 et l'éco-conception plutôt en 2023. C'est pour ça que je maîtriserai peut-être un petit peu moins le sujet de l'éco-conception, étant donné qu'on a eu encore un peu de temps pour le traiter en profondeur, mais j'essaierai de le couvrir un maximum. Je n'ai absolument aucun lien avec des startups d'État ou quelconque entreprise qui pourrait être citée là, on ne sait jamais. Alors, la protection des données personnelles. Premier sujet. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle, c'est quelque chose qui va identifier une personne physique. Donc, ça peut être un nom, un prénom, certes, mais si je vous donne juste Meunier, ça ne va pas vous aider à m'identifier. Si je vous dis Meunier Xavier, déjà un petit peu plus. Meunier Xavier qui travaille à Res Publica, là déjà, ok. Enfin, il n'y en a pas 50. Et donc, certaines données, en fait, prises individuellement, ne vont pas forcément être des données personnelles, mais l'ensemble va vous permettre de m'identifier, d'identifier une personne. Et donc, c'est cet ensemble-là, c'est à partir d'un certain ensemble qu'on va considérer donc, cette donnée comme personnelle. Et cette personne identifiée doit pouvoir maîtriser ces données-là. La maîtrise comprend plusieurs choses. La première chose, c'est d'être informé. D'être informé que l'entreprise détient des données sur moi. Après, outre l'information, il y a la correction, l'édition, le déréférencement de ces données personnelles, et jusqu'à la suppression, évidemment. Alors, le RGPD, pourquoi? Pourquoi protéger ces données? C'est encadré par le RGPD, donc vous en avez probablement déjà tous entendu parler. Donc, la protection des données personnelles est encadrée donc, sur le territoire européen par le RGPD. Le RGPD concerne donc toute entreprise ou organisme public traitant des données personnelles sur le territoire européen. Ça veut dire que toute entreprise, par exemple française, traitant des données même de pays étrangers, devra respecter le RGPD. Et tout comme des entreprises étrangères traitant des données personnelles de personnes résidant sur le territoire européen, devra respecter le RGPD. Ça marche dans les deux sens. Et donc vous dites, qui est vraiment responsable? Et donc, globalement, enfin, la tautologie voudrait dire c'est le responsable de traitement. Très bien. Le responsable de traitement, ça dépend qui c'est. Dans le sens où c'est pas forcément vous les devs, mais qui c'est. Globalement, le responsable pénal, c'est le patron. Mais le patron seul, je vois déjà certaines réactions. Non, le patron n'a pas la toute main mise sur la protection des données personnelles, dans le sens où vous avez également votre responsabilité en tant que développeur, mais il y a aussi le délégué à la protection des données, le DPO généralement appelé. Ce DPO n'a pas la responsabilité, il a la responsabilité de diffuser un peu son savoir, d'orienter plus ou moins certains développements, mais il n'a pas la responsabilité de tout. C'est vraiment le patron qui en soi ira en prison si vraiment il y a des détournements. Mais pas que. Ouais.
Mais pas que, dans le sens où, par exemple, donc c'est l'entreprise qui va porter le service qui est responsable de traitement. Et donc, pour un SaaS, ce sera donc l'entreprise portant le SaaS envers les utilisateurs qui sera responsable de traitement. Mais à l'inverse, par exemple, ça peut être le cas d'un opticien qui veut faire créer un site web à SquadRacer, par exemple. Le responsable de traitement sera effectivement l'opticien qui va collecter des cookies, des données, etc. de ses clients. Mais il peut très bien se retourner contre SquadRacer qui va dire « Oui, vous m'avez créé un site web, mais en fait, ce site web n'est pas conforme à RGPD. Donc, je casse le contrat et en fait, voilà, pas cool. » Mais SquadRacer fait très probablement bien ce genre de choses. Hein. Donc, alors, à ce compte-là, comment protéger? J'ai identifié plus ou moins 3 axes, le recueil, le stockage et l'accès. Le recueil, à mon sens, dépend de deux niveaux principaux. Le privacy by design, donc quelles sont les données réellement nécessaires à la feature que vous allez designer, que vous allez concevoir. Et donc ça se pense dès la conception. Est-ce que, par exemple, pour faire une planification de rendez-vous, style Doctolib, est-ce que j'ai besoin de... pour la fonctionnalité de prise de rendez-vous, est-ce que j'ai besoin du nom du prénom? Non, en fait, j'ai surtout besoin des disponibilités. Par contre, le médecin, lui, il sera beaucoup plus intéressé par avoir les données de santé, mais pas forcément les autres données. Et donc, dès la conception de la fonctionnalité, il faut penser à qui aura besoin de quoi nécessairement. Et il ne faut pas forcément récolter toutes les données possibles qu'il est à même de récolter. Et privacy by default, c'est dans le sens où, globalement, accessoirement, il faut vous demander. Et en fait, privacy by default, c'est-à-dire quand vous arrivez sur un site, vous pouvez accepter, refuser les cookies. Et par défaut, si vous ne faites rien, si vous ni vous acceptez ni vous refusez, par défaut, ce sera un refus. Et donc, en fait, c'est ça le privacy by default. C'est-à-dire que par défaut, en fait, vous n'avez le droit de récolter aucune donnée et on respecte votre privacy, votre intimité, par défaut. Ce qui devrait être le cas dans la vraie vie aussi. Hein. La deuxième partie, le stockage. Donc le stockage, j'ai dû me raccrocher à un petit morceau de Rails quand même, hein, pour m'insérer chez ParisRB. Il y a la fonction encrypt qui permet donc, notamment de chiffrer certaines données. Donc là, vous allez très bien pouvoir stocker de la donnée, la récupérer effectivement en clair. Par contre, en base de données, effectivement, ce sera chiffré. Et donc, c'est un premier niveau de chiffrement qui se fait côté applicatif. Après, effectivement, il y a d'autres niveaux. Il y a aussi le choix de l'hébergeur qui peut très bien encrypter les données directement au sein des data centers pour éviter l'accès physique directement aux données. Il y a le lieu du stockage qui peut aussi être important. Dire, voilà, on stocke nos données en France, c'est autre chose que de stocker aux États-Unis. Et après, au niveau du stockage, il y a aussi la purge des données. Dans le sens où les données, vous les collectez à un certain moment, mais est-ce que vous allez les détenir ad vitam aeternam? Est-ce que dans 10 ans, dans 50 ans, vous avez encore la légitimité pour garder ces données-là? Plus tellement, pas forcément, surtout si l'utilisateur se fait 10 ans qu'il ne s'est pas connecté. Donc en fait, il y a aussi un système de purge, de renouvellement des données qui doit être inséré. Et ensuite, les accès. Qui a besoin de quoi? Dans le sens où vous connectez plein de données. Mais tout le monde n'a pas forcément la légitimité à avoir accès à tout. Si on reprend l'exemple de Doctolib, par exemple, le médecin n'aura pas exactement besoin des mêmes données que le support, que la team communication ou que même les développeurs. Et donc tout ça fait qu'il faut bien spécifier, encore une fois, de qui a accès à quoi. Dans le sens où, voilà, des données de santé sont par exemple des données particulièrement sensibles, les coordonnées géographiques, etc. aussi, enfin, certaines données peuvent être considérées comme sensibles. Donc il y a les données de santé, origine raciale, ethnique, etc. Bref, faire attention qui a accès à quoi. Et au sein de chaque entreprise. Maintenant, quelques petits outils qui peuvent vous aider un peu à respecter ces choses-là. Les outils Bearer et Evilseed sont deux gemmes, notamment donc, pour l'écosystème Ruby. Bearer va notamment vous aider à repérer en fait, certaines données personnelles qui pourraient éventuellement fuiter, être communiquées, exposées en tout cas. Et Evilseed, c'est une autre gemme qui va vous permettre par exemple de créer des dumps anonymisés partiels. Et donc ça va, par exemple, à tout hasard, vous éviter de faire des dumps de production et de tester en fait, le code sur votre machine sur des données de production. Ce qui ne serait pas forcément très RGPD compliant.
Mais les devs n'ont pas forcément tous les savoirs, effectivement, non plus. Et donc, pour effectuer certaines conceptions, dans le respect du RGPD, on doit aussi savoir s'entourer. Donc, on peut faire appel à un DPO, si vous en avez un dans votre entreprise, car ce n'est pas obligatoire dans chaque entreprise, mais c'est possible que vous en ayez un. Vous pouvez très bien faire appel à un avocat spécialisé, ou éventuellement à la CNIL, qui n'est pas là que pour taper sur nous et donner des amendes, mais qui peut aussi répondre à des questions. C'est tout sur les données personnelles. L'aspect accessibilité. L'accessibilité, c'est quoi? L'accessibilité, donc, est définie par cette petite phrase. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y ait deux notions. Il y a la notion d'avoir accès et la notion de compréhension, de lisibilité. Dans le sens où ce n'est pas parce que je vous mets un texte qui explique une certaine situation, qui donne un certain contexte, que forcément vous allez le comprendre. Si je vous mets un texte en arabe, vous n'allez pas forcément le lire, en fait, le comprendre. Vous avez accès à l'information, mais vous ne pouvez pas la lire, en fait. Vous ne pouvez pas y accéder. C'est la même chose pour des données scientifiques, par exemple. Tout le monde n'est pas à même de lire des formules scientifiques. Et donc, il faut que la donnée accessible, en fait, elle soit accessible, dans un premier temps, mais qu'elle soit lisible et compréhensible. Et ça, c'est une notion très importante. Ce n'est pas parce qu'une information A est sur votre site qu'elle est accessible. Pourquoi rendre accessible? Alors, on pourrait dire que c'est effectivement un aspect légal, tout comme l'est le RGPD. Et c'est en partie vrai. Dans le sens où il y a la loi de 2005 donc sur l'égalité des chances qui, normalement, dit que chacun a un accès, doit avoir un accès égal à l'information, à certains services, notamment services publics. Il y a la loi, le décret de 2019 qui dit notamment, c'est aussi vrai pour les services numériques en fait, c'est pas simplement le fait d'accéder à la mairie qui rend tout accessible, maintenant il y a de plus en plus de services en ligne. Donc en fait on est en train de dire quoi, que ça concerne uniquement le public? Non, ça concerne aussi les entreprises qui font plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Alors je sais pas si vous êtes nombreux à bosser dans ce genre d'entreprise ici, mais peut-être pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas respecter l'accessibilité. Alors vous ne devez pas, certes, mais je vous le conseille très fortement. Dans le sens où ça peut être une nécessité hors du cadre légal. Parce qu'en fait, le handicap, ça concerne peut-être un peu plus de monde que ce que vous pensez. Aujourd'hui, c'est une personne sur 7 en France, ce qui représente à peu près 12 millions de personnes. C'est pas rien pour vos différents services, éventuellement. Ça représente aussi, ces différentes personnes en situation de handicap, c'est 80% de personnes ayant des handicaps invisibles. Donc c'est pas parce que vous ne les croisez pas dans la vie de tous les jours ou au supermarché, etc., qu'ils n'existent pas. C'est juste que vous en rendez pas forcément compte. Et sur Internet, c'est un peu pareil. Ils ne se déclarent pas où je suis une personne en situation de handicap, j'ai besoin que ton service soit accessible. Non, généralement, les gens, ils se démerdent, ils se débrouillent, jusqu'à éventuellement peut-être arriver à accéder à votre service, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, en fait, rendre son service accessible, c'est important aussi bien pour eux, mais aussi pour vous. Dans le sens où certaines fonctionnalités, certaines inventions d'accessibilité ont été créées pour des personnes en situation de handicap, mais aujourd'hui, en fait, profitent à tous. L'exemple le plus parlant, c'est la télécommande. Aujourd'hui, en fait, la télécommande a été inventée pourquoi? Pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à leur téléviseur. Aujourd'hui, je pense que la majorité est bien contente d'avoir une télécommande chez lui pour contrôler sa télé. Et plus récemment, par exemple, c'est les sous-titres dans les vidéos. Aujourd'hui, en fait, vous êtes dans le métro, vous avez un handicap, ce qu'on appelle situationnel. Vous êtes dans le métro, il y a trop de bruit, etc. Vous voulez voir une vidéo, impossible d'entendre le son. Par contre, avec une vidéo sous-titrée, là, par contre, vous pourrez la voir. Et ça, par contre, en fait, ça vient aussi de l'accessibilité. Il y a plein de choses comme ça de l'accessibilité, qui est fait par l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, qui profitent ainsi au plus grand nombre. C'est pour ça que c'est important. Comment on peut éventuellement faire progresser le sujet? La première chose, c'est se former, s'informer. La deuxième, c'est l'audit et les corrections. Alors, c'est pas forcément très sexy, dit comme ça. Et ça l'est pas dans les faits non plus. Mais bon, je vais essayer de le vendre quand même un minimum. La formation, comment s'instruire en fait au sujet, ça commence déjà par les référentiels, donc que sont le RGA et le WCAG, donc les référentiels français de l'État et le référentiel international du W3C, qui comportent un certain nombre de critères, un certain nombre d'aides, de tips, de tools, qui vont vous aider en fait à concevoir vos services de manière accessible, tout simplement.
Après, il y a donc les événements auxquels vous pouvez vous instruire. Alors dans un mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 11 mai, il y a le A11Y Paris. A11Y, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais A11Y, c'est Accessibility. Et c'est juste qu'il y a 11 caractères entre le A et le Y. C'était trop long. Tout ça pour dire que vous pouvez aller à cet événement-là pour rencontrer à la fois des experts de l'accessibilité, mais aussi rencontrer des usagers, en fait, des personnes en situation de handicap. Et en fait, en allant à cet événement-là, la première fois que j'y suis allé l'année dernière, c'était quand même assez frappant de rencontrer toutes les problématiques qu'ont ces personnes-là au quotidien sur les différents sites. Et que ce soit les sites gouvernementaux, donc tout simplement pouvoir déclarer ses impôts en ligne, ça devrait être accessible à tout le monde, alors qu'en fait pour eux c'est une tannée. Mais aussi en fait prendre un rendez-vous sur Doctolib, encore une nouvelle fois. Ils étaient très représentés l'année dernière au Meetup. Et parce que justement, ils ont besoin en fait d'être accessibles à toutes ces personnes-là. Enfin, je veux dire, s'il y a une personne qui a besoin d'aller chez le médecin, c'est peut-être eux aussi. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Excusez-moi. Du coup, la dernière partie, comment c'est faire appel aux spécialistes. Parce que, encore une nouvelle fois, c'est comme le RGPD, on peut avoir besoin d'aide. En tant que dev, on n'est pas des spécialistes de l'accessibilité, ça prend du temps pour se former. Et donc, on peut faire appel tout simplement à un ami, ou pas. Mais globalement, on peut faire appel, par exemple, à des associations comme l'association Valentin A8, donc qui est une association de personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyants. Mais aussi à des spécialistes, donc des agences comme Ideance, Coena, Access42, il y en a plusieurs comme ça. Et régulièrement sur leur site web, il y a des articles de blog en fait, qui vont vous aider en fait, à faire vos audits, à mieux comprendre qu'est-ce que l'accessibilité, comment le rendre, comment le faire, comment rendre accessible. La partie audit la plus sexy, c'est plus ou moins les mêmes textes. Dans le sens où il y a toujours les référentiels, parce qu'en fait, ces différents référentiels, ils comportent aussi certains critères. Par exemple, le RGA, c'est 79 critères, non, 106 critères répartis sur 13 thématiques. Et donc, sur ces 106 critères, en fait, c'est 106 critères. Donc, c'est regarder, est-ce que les images, eh ben, elles ont bien des balises alt. Ok, c'est le plus connu. Sauf que ça, c'est un des 106 critères. Et donc, après, il y a des balises ARIA, il y a la façon de faire un slider, il y a plein de choses comme ça à auditer, à vérifier. Et donc ça, par exemple, c'est le RGA. Il y a des extensions qui peuvent vous aider à faire ça. Donc la plus connue, c'est Lighthouse, si je ne dis pas de bêtises. C'est une extension Chrome de Google, si je ne dis pas de bêtises, qui va auditer, certes, la performance, le SEO, mais qui va aussi auditer l'accessibilité. Alors, la majorité de ces critères sont concordants avec le WCAG ou le RGA, mais voilà, il peut y avoir certaines petites différences. Ce n'est pas parce que vous êtes à 100 sur Lighthouse que vous serez forcément conforme RGA. Mais ça va vous aider en tout cas pour des premiers pas. C'est plus facile qu'un audit pur et classique RGA. Et donc, bien évidemment, le dernier aspect, c'est encore les spécialistes. Les spécialistes, c'est eux qui vont vous aider à auditer votre site web, dans le sens où les agences, c'est un peu leur métier, c'est un peu leur gagne-pain, mais aussi les assos, dans le sens où elles peuvent faire des audits classiques, mais aussi elles peuvent aussi conduire des tests utilisateurs. Parce qu'en fait, étrangement, en fait, c'est pas parce que vous êtes totalement conforme RGA qu'un aveugle va pouvoir naviguer sûrement et en totale sûreté sur votre site web. Parce qu'en fait, tout simplement, par exemple, sur la page d'accueil, il y aura un CAPTCHA. Un CAPTCHA qui est exempté d'audit pour une raison X ou Y parce qu'elle est gérée par un service externe. Et en fait, ce CAPTCHA est totalement inaccessible. Et donc, en fait, tout le reste du site web qui est derrière est purement accessible, mais en fait, il ne peut pas passer la première page. C'est un peu con. Et donc, voilà, les tests utilisateurs peuvent révéler ce genre de choses. Même si vous êtes totalement conforme, c'est toujours bien d'accompagner par des tests utilisateurs, des gens qui sont directement en situation de handicap, ou alors des experts, effectivement, de logiciels de synthèse vocale comme NVDA ou autre. Ou Siri, plus connu. Sur la partie correction, globalement, ça va consister en quoi? Principalement, donc c'est du HTML, du CSS, c'est un peu le retour aux bases. Donc c'est comment bien structurer sa page, comment utiliser les bons éléments, les bons tags. Quel attribut je vais marquer, effectivement, le rôle d'une balise, l'ARIA label, la structure, les références entre les différents éléments. Tout ça, en fait, c'est des éléments qu'on n'a plus forcément l'habitude de manipuler, en fait, au quotidien, surtout avec les scaffolds ou ce genre de choses. Mais c'est des choses qu'il est important de penser, de revoir, effectivement, c'est un peu une sorte de retour aux bases.
Il y a l'aspect librairie. Donc ça, c'est plutôt pour librairie JS, par exemple. Il y a AriaKit, il y a ReaKit qui peut en fait vous donner certains composants préconfigurés et totalement conformes et accessibles pour les personnes en ayant besoin. Et après, il y a une gem, alors c'est plutôt un ensemble de repos que repose DK. Alors, je ne sais pas exactement comment le prononcer, mais en tout cas, derrière, c'est une suite de gemmes qui s'appelle Axcore, qui en fait va auditer vos vues HTML, ERB, et qui va auditer en fait l'accessibilité de ces différentes vues en fonction de leurs critères, enfin de l'accessibilité, quoi. Et le dernier, la sobriété, less is more accessible. Dans le sens où c'est un peu comme le RGPD. En fait, moins vous demandez de données et plus vous êtes conforme au RGPD. Là, c'est un peu la même chose. Moins vous avez de fonctionnalités complexes, plus vous avez de chances en fait, d'être accessible. En fait. Si vous avez des filtres à facettes avec 5 sortes de tri, etc., forcément, vous avez plus de choses à développer. Ce sera plus complexe d'être conforme au RGA. En revanche, si effectivement vous jugez que le tri le plus pertinent c'est celui-là par défaut et que vous avez juste une option pour renverser le tri, etc., là ce sera effectivement beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à mettre en place l'accessibilité. L'éco-conception, dernière partie. Qu'est-ce que c'est l'éco-conception? L'éco-conception, c'est globalement agir pour l'intérêt environnemental. Ok, c'est bien. Pardon. Mais globalement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce que ça implique? Beaucoup de choses. Dans le sens où l'éco-conception, ce n'est pas simplement combien votre code va consommer d'électricité, mais en fait, c'est toutes les implications derrière. C'est votre code, il va être consommé par un terminal, qui lui-même a son empreinte écologique, et qui lui-même va peut-être être renouvelé tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 6 ans. Et en fait, c'est la prise en compte de tous ces éléments-là. Et l'éco-conception, ça porte bien son nom dans le sens où c'est la conception, donc c'est pas une fois que le code est fait, comme l'accessibilité, je vais revoir mon code pour le rendre éco-conçu. Non, en fait, c'est dès la conception. C'est un peu comme le RGPD, la Privacy by Design. Là, c'est l'éco-conception. C'est dès la conception de la feature, je sais, OK, comment je peux la rendre la plus sobre possible? Comment je vais rendre cet algo le moins consommateur de ressources possible? Et donc, c'est à ça, dès le départ, qu'il faut penser. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi il y a besoin de faire de l'éco-conception? Dans le sens où, bon, accessoirement, il y a du réchauffement climatique, l'émission de gaz à effet de serre de plus en plus forte alors qu'on ne devrait pas. Il y a la raréfaction aussi des matières premières, notamment pour la construction des terminaux. Et tout ça fait qu'en fait, on doit plus ou moins se préoccuper de l'éco-conception. Et comme je disais tout à l'heure, il y a donc certes la consommation de vos algorithmes, la consommation des serveurs, des data centers, mais il y a aussi le fait que, en fait, pour que votre service soit éco-conçu, il faut qu'il prenne en compte les terminaux. Dans le sens où si votre service utilise toujours les dernières technologies et a besoin d'un téléchargement toujours de plus en plus lourd avec des pages de plus en plus lourdes, en fait, il faudra le dernier iPhone ou le dernier Samsung pour le faire tourner, votre site. Alors qu'en fait, un site éco-conçu, c'est un site qui est compatible avec des smartphones il y a peut-être 5 ans, 10 ans. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Parce qu'en fait, ça n'oblige pas l'utilisateur à renouveler son device, son terminal, de plus en plus souvent. Et donc, potentiellement tous les 2 ans. Et donc, en fait, l'empreinte écologique d'un smartphone tous les 2 ans ou d'un smartphone tous les 5 ans ou tous les 10 ans, ce ne sera pas la même. Au lieu d'avoir consommé, je sais pas, une tonne de métal, il n'en aura consommé que 200 kilos. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, atout concurrentiel, dans le sens où avoir un service éco-conçu, ça a plusieurs autres atouts que juste faire du bien à l'environnement. Accessoirement, ça peut attirer des talents, en retenir chez vous, parce que c'est un sujet un peu d'actualité quand même. Ça peut aussi être un atout envers le client, surtout si vous avez un client public, de plus en plus, en fait, il va y avoir ce genre de normes, ce genre d'exigences. Mais de toute façon, enfin, qui préfère polluer plutôt qu'avoir un service éco-conçu? Bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait de très nombreux. Et après, j'ai oublié la troisième partie, mais c'est pas grave. Alors comment bizarrement, il y a moins de points que sur les autres parties, parce qu'effectivement, c'est la partie qui me reste encore la plus à creuser. Mais globalement, c'est les 2 axes que j'ai identifiés au
aujourd'hui. Donc c'est encore une nouvelle fois les référentiels. Donc sur quoi on se base en fait pour dire qu'on est éco-conçu? Aujourd'hui, il y a deux référentiels qui sont majeurs. Il y a l'ERGESN, le référentiel général d'éco-conception des services numériques, pas mal, qui est sorti fin 2022, ou peut-être fin 2021, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a assez récemment. Donc ça a été co-conçu avec plusieurs acteurs du numérique et donc sorti par l'État, qui délivre donc 8 thématiques avec 79 critères qui définit en fait le niveau d'éco-conception de votre service. Donc là, vous pouvez retrouver les différentes thématiques. Et donc vous voyez qu'en fait, ça va juste de l'idée de la conception, de la stratégie, spécification, en passant effectivement par l'UX, le contenu, et jusqu'à effectivement la partie back-end et l'hébergement. Et donc ça touche un peu toutes les strates. Côté Green IT, eux, ils sont un peu plus explicites dans le sens où ils ont 115 critères, et eux, ils existent depuis bien plus longtemps. Je dirais depuis, en vrai, j'ai aucune idée, mais je dirais au moins 5 ans. Et eux, ils ont un repo GitHub qui est vraiment très large, dans le sens où il y a à la fois leurs 115 critères, mais il y a pas mal d'outils, de petites extensions, des outils d'analyse, etc., qui vont vous aider en fait à mesurer tout ça. La partie mesure. Donc la partie mesure, pour moi, je l'ai découpée en 3 parties. Globalement, on va surtout retrouver en fait une partie mesure sur le front-end. Donc c'est ce qu'on va retrouver une nouvelle fois avec Lighthouse, qui va effectivement scanner votre site et en définir la performance. Parce qu'en fait, moins quelque chose est performant, plus il va être consommé de ressources. Il y a la partie Eco-index. Donc là, c'est pareil, c'est un site web sur lequel vous rentrez l'URL de votre site et il vous dit s'il est éco-conçu ou pas. Alors juste en rentrant l'URL, effectivement, il ne va pas mesurer énormément de choses, mais c'est déjà un premier indicateur. Il y a la partie back-end et CI/CD, où là, il y a une nouvelle fois EcoCode et plusieurs autres outils de CI/CD. EcoCode, lui, c'est un outil qui va analyser votre code et vous dire s'il est éco-conçu. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore porté sur Ruby, mais il est porté sur PHP et sur Python, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous vous sentez de contribuer à EcoCode pour analyser du code Ruby et qu'il soit éco-conçu, allez-y, je vous y incite fortement. Et donc, HUT, Pagial, Generate Analysis CLI, c'est effectivement des outils de CI/CD pour intégrer au sein de votre CI/CD, par exemple, des outils comme EcoIndex. Et donc, automatiquement, à chaque release, ça va aller tester vos URL et vous donner l'éco-score de vos pages selon les releases. Ça peut être intéressant, ça peut être une métrique. Et après, il y a la partie serveur à mesurer. Dans le sens, une des plus connues, c'est le PUE, c'est la Power User Efficiency. Donc c'est l'efficacité énergétique en fait, du data center. C'est est-ce qu'il est efficace ou est-ce qu'en fait il gaspille de l'énergie? Il y a sa consommation d'eau qui peut être intéressante à connaître. Il y a est-ce qu'il utilise de l'énergie verte, d'énergie renouvelable ou pas? Ça peut être intéressant. Et après, il y a d'autres outils qui peuvent être utiles. Donc Scafandre, Cloud Carbon Footprint, c'est des outils que vous pouvez mettre aussi sur vos serveurs et qui vont vous définir la consommation énergétique de vos serveurs. Ça peut être intéressant à mesurer pour définir votre empreinte, l'empreinte carbone en fait, de votre service. C'est tout. Mais du coup, par où commencer? Pour moi, la première phase, c'est vraiment d'apprendre sur ces 3 éléments. En fait, il y a beaucoup d'éléments, RGPD, RGA, RGESN. Je les résume un peu comme ça parce que c'est les référentiels d'État et c'est plus facile à énumérer. Mais évidemment, ça ne se résume pas qu'à ça. Mais la première phase, c'est d'apprendre. C'est vraiment de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des tutos, regarder des repos, de participer à des confs. Et j'espère vous en avoir transmis une première part aujourd'hui. Donc c'est vraiment de s'informer. Une fois qu'on a passé cette phase d'apprentissage, il y a un peu une phase de waouh. En fait, il y a une montagne devant moi qui vient de s'ajouter. Moi, je pensais coder tranquillement dans mon coin et maintenant, je dois prendre en compte la protection des données, l'accessibilité et l'éco-conception. Donc, en fait, mon taf, je le multiplie par 3 parce qu'en fait, il y a maintenant 3 problématiques en plus que je dois adresser dans chacun de mes développements. Et en fait, c'est fine de ne pas refaire un refactoring global de votre application dès le moment où vous apprenez tout ça. Déjà, la première étape, c'est juste de commencer. Et donc, c'est vos prochaines features, effectivement, de commencer à prendre en compte ces choses-là. De commencer à questionner, par exemple, votre PO, en disant, t'es sûr qu'on a besoin de cette donnée-là?
Et ces 10 filtres-là, c'est sûr. Enfin, pourquoi tu les as ajoutés en fait? Est-ce que c'est vraiment pertinent dans ce contexte-là? Et toi, tu m'as demandé à ce que machin et truc aient accès à la donnée, mais en fait, machin, pourquoi il a besoin de savoir où est-ce qu'il habite? Non, il a juste besoin de son email pour communiquer avec lui parce qu'il est au support, mais en vrai, qu'il soit à Tombouctou ou à Paris, c'est pareil. Donc voilà, c'est commencer à intégrer les problématiques. Et après, voilà, c'est de l'anticipation. Donc c'est effectivement, à chaque nouvelle feature, commencer à réfléchir, commencer à challenger, voir un petit peu plus loin et éventuellement commencer à redéfinir une stratégie, en tout cas, pour se mettre en conformité vis-à-vis de ces trois différents aspects. J'espère que je vous aurai délivré un minimum de savoir, que je vous aurai peut-être intéressé à un de ces trois sujets-là, peut-être aux trois, idéalement, et que ça aura un impact sur votre conception et votre développement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Ouais, vas-y. Moi, j'avais un mini fun fact et puis une question existentielle. Donc, c'était que le site de la RGA pour l'accessibilité a été pendant de nombreuses années non compatible RGA. Donc ça, c'était la blague. Et puis la deuxième chose, c'est sur ce que tu disais sur les terminaux, c'est-à-dire d'être compatible avec des terminaux de 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à être compatible avec des terminaux auxquels il manque 8 ans de mise à jour de sécurité et qui du coup impliquent des grands dangers pour l'utilisateur, quoi. Et que finalement, la première chose à faire, c'est d'obliger la maintenance des terminaux. Ce serait déjà ça la première chose à faire, quoi. Parce que c'est dangereux sinon. Alors du coup, pour répondre aux deux questions, effectivement, le site n'a pas été compatible RGA depuis très longtemps. Aujourd'hui, je crois un des rares sites effectivement du gouvernement à être compatible RGA, c'est handicap.gouv.fr. Mais tous les autres sont soit non audités, carrément du tout, soit non conformes, ou partiellement audités, partiellement conformes. Mais effectivement, aujourd'hui, rares sont les sites totalement conformes. Parce qu'en fait, totalement conforme, c'est vraiment 100% d'accessibilité. Alors qu'en fait, si on est à 99%, c'est seulement partiellement conforme. Et en dessous de 50%, c'est non conforme. Donc si vous êtes à 49, c'est pareil. Deuxième partie de la question, sur les questions existentielles des mises à jour de sécurité. OK. Et des terminaux. Pour moi, c'est un peu le fou la poule, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'écologie, c'est ah non, je ne vais pas faire, c'est parce qu'eux, ils ne le font pas. Et donc pour moi, il faut se rendre compatible effectivement avec des anciens terminaux. Et c'est pas en fait, enfin, je sais pas si toi tu travailles dans une boîte de mobile, chez Android ou chez Google, mais a priori non. Et globalement, tu n'as pas vraiment le pouvoir en fait de rendre ces choses-là compatibles. Et tu vas pas en fait, tu vas pas les forcer à faire ces patchs de sécurité sur d'anciennes versions en rendant ton code non compatible avec les anciennes versions. Au contraire, ils sont très contents en fait de vendre le plus de téléphones possible. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt rendre effectivement tes sites web et tes applications compatibles un maximum effectivement par le passé. À toi effectivement de ne pas avoir sur ton service de faille de sécurité. Et après, tout ce que tu peux éventuellement souhaiter, c'est que ton utilisateur soit sur un vendeur de téléphone responsable et qui lui-même effectivement fait de la maintenance à d'anciennes versions. Je pense notamment à Fairphone, qui aujourd'hui fait des téléphones éco-conçus avec des matières premières sourcées, de mines, responsables, etc. Et qui en fait fait sa propre maintenance effectivement de patch de sécurité sur vraiment d'anciennes versions d'Android et vraiment backporté assez loin. Et donc voilà, c'est tout ce que tu peux souhaiter à ton utilisateur, c'est qu'il utilise un de ces téléphones-là et qu'effectivement il ait fait les mises à jour de sécurité. Et ça passe notamment aussi par des nouvelles lois en fait qui vont bientôt passer, enfin je l'espère, c'est de séparer les mises à jour de sécurité et les mises à jour de performance et de feature. Ça, c'est normalement une loi qui devrait passer dans les mois ou années qui viennent, je ne sais plus exactement. Mais c'est quelque chose qui va passer, et donc les utilisateurs pourront faire les mises à jour de sécurité sans mettre à jour leur OS, enfin les features, etc., qui est de plus en plus gourmand. Et donc ça, théoriquement, avec la loi qui va obliger les constructeurs et les concepteurs d'OS, devrait résoudre aussi ce problème. On l'espère tous. Il y avait une autre question là-bas.
Moi, je m'intéresse pas vraiment à ces problématiques au sens, j'ai lu dessus, etc. Mais enfin, j'aurais envie, comme tout le monde, en fait, de le faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une taille critique d'entreprise à avoir pour pouvoir vraiment se lancer dans ces sujets-là, dans le sens où, dans une start-up, en fait, on passe les premières années de notre vie à essayer de survivre déjà, et d'avoir un marché, enfin, ce genre de choses-là. Et du coup, je sais pas, mais c'est quoi, par exemple, la taille de Respublica? Et est-ce que toi, dans les entreprises que tu connais, t'as un peu des référentiels justement genre de taille d'équipe nécessaire pour qu'on puisse se dire, je vais prioriser ça parce que du coup, ça ne va pas du coup effondrer ma productivité en tant que développeur, quoi. Ok. Euh, je vais répondre sur mon cas personnel, le cas de Respublica. Effectivement, j'ai oublié de présenter, mais en fait, enfin, je sais plus si je l'ai présenté, mais Respublica, en fait, est une agence de conseil. C'est pas une agence de dev, c'est pas une start-up, Civic Tech ou autre. Mais Respublica, c'est une agence de conseil en concertation, dialogue public, et qui aide globalement à faire discuter les gens entre eux pour qu'il y ait des meilleurs projets en ville, de réaménagement, d'aménagement du territoire, enfin, vraiment sur plein de sujets divers. Il y a eu notamment la Convention citoyenne sur le climat, il y en a une par exemple sur la fin de vie, etc. Et nous, donc on est principalement une agence de conseil avec des consultants et on a une petite partie, entre guillemets Civic Tech, où on est trois à construire une sorte de CMS qui va aider aux différentes entités qu'on accompagne à promulguer un peu le dialogue et à favoriser le dialogue au sein de leur projet. Clairement, nous, on a fait entre guillemets ce choix d'adresser ces problématiques-là par choix et par contrainte. Dans le sens où on le fait parce que c'est bien. Bon, voilà. C'est plutôt bien de faire ces trucs-là, c'est numérique responsable. On l'a fait pas particulièrement parce qu'on avait le temps. Globalement, enfin, je pense que dans toutes les entreprises, on a des features à développer, des bugs à résoudre. On a entre guillemets autre chose à faire. Éventuellement, on passe un petit peu de temps sur la qualité de code et je vais dire, sustainability, la, la longévité un peu de notre code. Certes que ouais, ça s'effrite pas au fur et à mesure du temps. Et voilà. Donc c'est pour ça que voilà, parfois on arrive à argumenter auprès des CTO, ah bah tiens, on va passer plus de temps sur les tests, ce genre de choses. Mais effectivement, sur ces sujets-là, beaucoup moins. Nous, on l'a fait aussi un peu en partie par contrainte, dans le sens où la majorité de nos clients sont des clients publics. Et donc, par exemple, le RGPD, bon, enfin, là, c'est clairement une obligation pour tout le monde, il n'y a pas de discussion. Mais l'accessibilité, en fait, va devenir de plus en plus pour les acteurs publics une obligation respectée, dans le sens où l'obligation en soi, ils l'ont depuis 2005, vraiment depuis 2019, mais en fait, personne ne l'applique. Enfin, globalement, aujourd'hui, c'est absolument pas un critère de choix chez eux, et ça va le devenir un petit peu plus, de plus en plus serré. Et en fait, pour l'éco-conception, ça va être pareil. Donc aujourd'hui, c'est juste une recommandation, c'est un petit critère de 5% par exemple dans les appels d'offres. Aujourd'hui, ce n'est pas un critère déterminant. Nous, on a fait le choix par exemple que ce soit un différenciant en fait pour notre produit, en disant on va se démarquer par ça. On aura peut-être moins de features que le concurrent, on sera peut-être un petit peu moins solide, on va peut-être être un peu moins scalable. Mais par contre, en fait, on va pouvoir dire qu'on a des valeurs. On va pouvoir dire que effectivement notre produit est éco-conçu, qu'il est accessible, etc. Et ça, c'est un argument aussi pour nos clients en tout cas. Je peux très bien comprendre par contre que pour les startups, ce ne soit pas du tout un argument, enfin, surtout si tu t'adresses en B2B à des grosses entreprises. L'accessibilité et l'éco-conception, ils s'en foutent, enfin, surtout s'ils s'appellent Total. Pourquoi je fais du name dropping de merde comme ça excusez-moi Total. Ou pas. Ok, je sais plus. Bref. Merci pour la lumière. Donc, non, je conçois que ce ne soit pas une priorité, par exemple, pour les startups. Nous, en termes de taille d'équipe, on n'est que 3. Voilà, c'était un choix. Je sais, enfin, de l'autre côté, j'ai effectivement l'exact opposé, avec Doctolib. Effectivement, je dis qu'il était présent à l'event pour l'accessibilité. Donc, enfin, là, en termes de taille d'équipe, on est largement dessus. Donc, je ne sais pas, en fait, à partir de quelle échelle vraiment on se positionne sur ces sujets-là. Pour moi, c'est question de choix. Et à partir de quel moment, en fait, tu vas prioriser. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire au day one ou alors quand tu auras une équipe de 100. Je pense que ça dépend des valeurs de ton entreprise en fait. Moi, je fixerai le curseur à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ou pas? Je n'ai pas mieux à répondre. Pardon, je suis un peu long dans mes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au risque d'avoir une réponse longue. Eh bien, merci beaucoup.